Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Une fois par mois, nous faisons le point sur l'actualité de l'industrie ETF et les dernières tendances, notamment en termes de flux. Et nous en parlons avec Olivier Maltès, directeur des investissements de Yomoni, à mes côtés en plateau. Bonsoir Olivier. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup. Comme chaque mois, vous nous faites profiter de votre observatoire ETF. En commençant par les flux, le mois de février, donc, dont on fait le bilan avec vous aujourd'hui, a été un nouveau mois record en termes de collecte pour l'industrie. On a battu le précédent record qui était le mois dernier. Donc tous les mois, on bat un record. On est là à 34,8 milliards, donc un tout petit peu plus que le mois dernier, avec des flux du coup qui sont même très importants, toujours en février, et qui se répartissent alors sur 24 milliards sur les flux actions. Ouais. Donc là, c'est pas un record. Le dernier record, c'était le mois de novembre dernier. On était à 29 milliards avec l'élection de Donald Trump. Donc là, on est à 24, 8 milliards sur les flux obligataires. Donc ça, c'est assez important parce qu'en moyenne, sur l'année dernière, les flux moyens étaient de 4,4 milliards. Donc on fait pratiquement 2 fois plus que la moyenne sur les flux obligataires sur le mois de février. Et puis les matières premières qui restent aussi positives en termes de flux, comme le mois dernier, donc avec un petit peu moins d'1 milliard, donc un flux moins important mais positif, ce qui n'était pas arrivé, donc ce qui est arrivé le mois dernier, mais ce qui n'était pas arrivé vraiment souvent sur les dernières années. C'est vrai. Donc collecte positive sur toutes les classes d'actifs sur le mois de février. Rentrons dans le détail. Moi, je suis très intéressé de savoir comment est-ce que les flux actions ont bougé au cours du mois dernier, qui est un mois qui prend pleinement en compte l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Exactement. Et alors premier, vraiment le thème qui a le plus souscrit, c'est vraiment les grosses capitalisations mondiales. Donc ça change pas avec 7 milliards d'euros. Par contre, après, il y a pas mal de changements. Donc, le deuxième mois consécutif, on revoit des flux très importants sur la zone euro et sur les actions européennes d'une manière générale. Donc ça fait le deuxième mois et ça continue et on l'a vu sur les performances de marché. On voit aussi les actions chinoises qui sont revenues en termes de performance et en termes de secteur. C'est le secteur financier qui a eu le plus de collecte sur le mois de février. Ce qui est surprenant aussi, c'est en termes de, par contre, les secteurs ou les zones qui ont décollecté, ce sont les grandes capitalisations américaines et notamment les grandes capitalisations de croissance. Ça fait longtemps qu'on avait fait. C'est rare. C'était toujours plutôt sur les flux de souscription sur les 2 dernières années. Donc là, on voit des rachats et c'est les zones qui ont le plus racheté. Et on voit aussi, alors ça c'est vraiment pour les grosses capitalisations et en termes de moyennes et petites capitalisations, on a vu des sorties importantes sur les moyennes capitalisations du Royaume-Uni et les petites capitalisations, les small cap US également, ce qui est assez cohérent avec les craintes un peu de récession qu'on a pu entendre récemment. Et donc des rachats, c'est un mois à noter effectivement. Exactement. Rachat sur les actions, grandes actions américaines et notamment les grandes actions de croissance américaines. Pour une fois, sur les flux, je suis venu avec des surprises. Et 2 mois de flux positifs consécutifs, vous disiez, sur les actions européennes et les actions de la zone euro. Oui, on avait vu en mois de janvier aussi, on avait des flux positifs. Sur la partie obligataire, qu'est-ce qu'on peut dire de la répartition des flux sur le mois de février, Olivier ? Alors sur le mois de février, on est plus sur du coup les émissions d'obligations d'entreprise. Par rapport au mois de janvier, on était plus souverain. Donc là, on est à la fois en euros ou en dollars, et avec aussi des flux assez importants sur le high yield américain à noter. En termes de souverain, donc il y a du souverain euro quand même qui a collecté sur le mois de février de manière importante. Et au niveau des souverains US, c'est vraiment du très court terme. Par contre, on ne va pas du tout sur la partie longue de la courbe, via ETF en tout cas, sur les obligations souveraines américaines. Puis une dimension d'analyse qu'on suit avec vous, très intéressante, peut-être surprenante également pour ce mois de février, la thématique ESG, qui a perdu des plumes en février. Qui a racheté, donc il y a eu des rachats nets, que ce soit sur la partie action et sur la partie obligataire. Donc les deux. Sur les 2 flux, donc on a moins 610 millions en termes de rachats sur la partie action avec vraiment la composante ESG et moins 500 millions sur la partie obligataire. Donc on a des rachats sur les deux, ce qui est assez rare d'avoir des rachats globalement du coup sur le ESG. Sur les actions, on n'avait pas eu de rachat depuis le mois de juillet dernier, donc ça arrive. Et novembre pour la partie obligataire. Mais là, c'est vraiment les deux et c'est vraiment des rachats. Ce qui fait que la part de marché structurellement de l'ESG à l'intérieur de l'univers ETF en Europe est à 19%, ce qui est relativement bas. Donc ça décline et on revient sur le niveau de septembre-octobre environ 2022. Donc on a Exactement, en termes de flux. On le voit aussi dans l'appétit globalement des clients, mais même au niveau du stock, au niveau des encours, ça a baissé et on a effacé 2 ans de collecte globalement en termes de
part de marché. Bon, à suivre, effectivement, hein, et on verra à travers les nouveaux produits. Pourtant, il y a toujours des produits ESG qui se lancent dans l'industrie. Pas sur février, bon, bah alors bon, faites bien de me corriger. Avant de parler des nouveaux produits, non, mais intéressant. Oui. Donc il y a vraiment un truc peut-être qui est en train de changer, de bouger sur cette dimension ESG. Quand on regarde les sociétés émettrices d'ETF, bon, donc BlackRock est toujours leader. BlackRock en tête. Et pas de changement de ce point de vue-là. Toujours avec des flux un peu inférieurs à leur part de marché, c'est normal, hein, vu la part de marché qu'ils représentent globalement, mais toujours leader BlackRock. On a ensuite en deuxième position DWS, alors qu'ils sont troisième en termes d'encours globalement. Amundi fait un mois un petit peu plus difficile, ils sont cinquième en termes de souscription sur le mois de février. Donc DWS arrive à se glisser en deuxième position. Deux contributeurs qui ont fait un bon mois de février par rapport à leur taille, hein, c'est UBS qui collecte un peu moins de 3 milliards, 2,8 milliards, et HSBC avec 1,4 milliard. Donc c'est les deux contributeurs qui ont eu le plus le vent en poupe en rapport à leur taille, hein, sur le mois de février. Et puis, reparlons de l'ESG. Il y a une position intéressante de Legal & General sur la thématique ESG. C'est ça, ils arrivent à capter pas mal de flux quand même. Exactement. On regarde spécifiquement sur l'ESG qui sont les plus gros émetteurs, enfin le plus gros collecteur, pardon, ceux qui arrivent à plus collecter. Donc, je rappelle, des collectes en net pour l'industrie, mais évidemment, il y y en a qui enregistrent des collectes positives sur cette thématique ESG. Positive. Donc, c'est Legal & General qui s'en tire le mieux sur le mois de février, qui arrive à avoir une collecte positive et qui est le premier émetteur à collecter en termes de collecte vraiment sur le mois. BlackRock, eux, ont eu une collecte négative et c'est même le pire émetteur en termes de collecte. Après, ils sont premiers, hein, globalement en termes d'encours sur l'ESG également. Amundi, qui est le deuxième plus gros en termes d'encours spécifiquement sur l'ESG en Europe, décollecte aussi sur le mois. Donc voilà, il y a des décollectes globalement sur le thème de l'ESG sur le mois de février. Intéressant, on verra si c'est juste un blip mensuel ou si c'est quelque chose qui se poursuit au-delà de ce seul mois de février. Donc, historiquement, ça a toujours été juste des blips mensuels. Ouais, c'est ça, c'est ce que je voyais sur le graphique. Et en mois, on voit que c'est toujours des collectes relativement faibles par rapport à ce qu'on a pu connaître. Et c'est vraiment 2022 qui avait marqué le tournant, avec notamment les différences de performance. Et 2022, c'était une année où il fallait avoir de l'énergie, ce qui n'est pas considéré comme étant ESG. C'était plutôt l'année anti-ESG 2022 de ce point de vue-là. Ce qui a fait vraiment le décrochage en termes d'appétit. Il y a eu un avant, un après. Exactement. Bon, et donc, on le voit donc avec les nouveaux produits lancés en février, pas de nouveaux produits ESG, c'est ça, vous avez raison, c'est-à-dire que tous les mois, on arrive, même malgré... C'était une constante pour moi. C'était une constante, oui, non, c'est vrai que les émetteurs ont continué à émettre, et sur le mois de février, pour une fois, on n'a pas d'émission ESG. Après, c'est juste un mois, donc ça ne fait pas une tendance du tout. Et c'est un mois relativement faible en termes d'émissions, parce qu'on a juste 11 nouveaux produits, donc c'est aussi un petit mois, le mois de février. C'est un mois qui est plus court aussi, hein, donc voilà, mais c'est un petit mois en termes d'émissions. 6 émissions obligataires et 5 émissions actions. Des choses intéressantes. Alors moi, ce que j'ai noté, c'est que Amundi a sorti son ETF PEA. Donc il y avait déjà BlackRock qui en avait sorti, donc Amundi le sort. Et il y a une vraie concurrence évidemment sur les prix, puisqu'ils le sortent avec 0,2 de frais de gestion, donc 20 points de base de frais de gestion contre 25 pour iShares. Donc on attend de voir si iShares a baissé les frais. Donc ce qui est une bonne nouvelle globalement pour l'industrie, parce que plus on a de concurrents, effectivement, plus il y a une pression sur les coûts. Même si évidemment, un ETF MSCI World, c'est ce qui est vraiment poussé par beaucoup de plateformes en investissement direct. C'est a priori pas suffisant, même si c'est très diversifié. Lorsqu'on voit, est-ce que vous avez un impact, une exposition change évidemment dans ces ETF-là. Lorsqu'on voit que l'euro prend 4% et donc le dollar mécaniquement baisse de 4% sur une semaine, la semaine a été compliquée pour les ETF MSCI World, puisqu'entre la baisse globalement du MSCI World plus la baisse de l'euro, on arrive facilement à 5-6% de pertes sur une semaine. C'est ça. Donc il faut aussi, c'est pratique, mais il faut être plus diversifié, même qu'un... On voit le revers de la concentration aujourd'hui. Là aussi, à front renversé de ce qu'on a observé sur la dynamique 2024, aujourd'hui, la concentration dans ces indices devient un problème. Mais donc, c'est une bonne nouvelle en tout cas d'avoir un peu plus de pression. On a UBS aussi qui vient sur le S&P 500 Equally Weighted. Donc ça, c'est vraiment aussi les indices de manière à sous-pondérer globalement les valeurs technologiques essentiellement refont des indices équipondérés. Donc UBS est aussi rejoint cette mode-là, en tout cas cette nouvelle proposition depuis quelques mois. Et AXA IM a sorti un ETF MSCI émergent hors Chine. La Chine
marche plutôt bien et on l'a vu, c'était des flux relativement importants, mais ils sont arrivés aussi pour proposer aux investisseurs qui veulent s'investir sur la zone émergente. C'est ça. Mais on dissocie les deux, désormais. Dissociant les deux, exactement. Bon, en termes de positionnement et de gestion pour le compte des clients d'Yomoni, moi je suis intéressé de savoir effectivement dans cet océan d'incertitude comment on essaye de faire la distinction entre le bruit trumpien souvent et les vrais signaux de marché, les vraies tendances là aujourd'hui, Olivier. On s'accroche vraiment sur notre axe stratégique, notre positionnement stratégique où on est plutôt long US, donc ça on pense que c'est de façon trop tôt pour se reposer les questions et que ce positionnement-là sur du long terme est toujours intéressant. Par contre, on va jouer évidemment sur le côté tactique. Donc, il y a environ un mois, on avait commencé aussi à augmenter le poids des actions européennes. Donc, on est content de l'avoir fait. On était depuis le mois de septembre dernier avec aussi des positions justement en équi pondéré pour venir baisser un petit peu les valeurs technologiques. Donc, évidemment, c'était une bonne décision depuis le début de l'année et on va renforcer un petit peu ce pari-là. Donc, ça, c'est vraiment sur la partie action. C'est le socle, ça. C'est vraiment le socle. Et voilà, en pari tactique, on a rajouté un petit peu d'Europe le mois dernier et on n'en fait pas plus. On n'en fait pas plus parce qu'on trouve que même si c'est évidemment une bonne dynamique et que c'est vraiment des bons signaux, le marché a priori n'a pas du tout réagi à la hausse de l'euro, ce qui peut aussi à terme et en tout cas à court terme poser des soucis pour les entreprises exportatrices, ni à la hausse des taux, ce qui est là aussi. Voilà. Donc on se dit qu'on est content du positionnement, on est content de prendre ces paris tactiques-là, mais sans forcément trop forcer le trait, puisque le marché a quand même un bel écart depuis le début et a rattrapé quand même pas mal en termes de valorisation, même s'il reste de la place. On va attendre un petit peu de voir. On reste par contre positif sur la zone euro, puisqu'on espère avoir la fin de la guerre aussi et que on attend que tout soit voté, mais on pense en tout cas que c'est bien parti. C'est vraiment sur la partie obligataire où là, sur le structurel, on a changé. On était avant uniquement sur les obligations européennes et on est passé sur les obligations mondiales couvertes en risque de change. En termes de timing, c'était plutôt bien. On était prêt depuis plusieurs mois. On l'a fait le mois dernier, donc avant la hausse des taux européens. Donc on est content parce que c'est une semaine sur laquelle il y a un peu plus d'1% de performance sur le côté obligataire entre du global aggregate, donc qui a aussi de la zone euro en couvert et uniquement des obligations. Et la pure zone euro qui a évidemment souffert quand les taux ont remonté allemands violemment de 50 points de base. C'est une correction des marchés obligataires qui a été générale pour la zone euro. Merci beaucoup Olivier. Merci d'être avec nous chaque mois pour nous faire profiter de cet observatoire ETF de Yomoni. Olivier Maltès, le directeur des investissements de Yomoni, avec nous dans Smart Bourse ce soir.